Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette chaîne YouTube où on parle d'immobilier, de finances personnelles, d'investissement au sens large. Aujourd'hui, je vous propose de décortiquer et de comparer ensemble deux méthodes d'investissement immobilière différentes. L'investissement locatif en comparaison à l'investissement sous forme d'une activité de marchand de biens. Alors vous allez le voir, ces deux méthodes, elles n'amènent pas du tout au même résultat et surtout elles sont bien différentes en termes de process, de stratégie et même d'objectifs. Et clairement, je pense qu'elles ne s'adresse pas aux mêmes personnes, en tout cas au même profil d'investisseurs. À vous de voir ce qui est adapté à votre situation. Bref, je vous en dis pas plus, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, j'ai remarqué que 50% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube. Et vous abonner, c'est envoyer une bonne information à l'algorithme comme quoi c'est une vidéo de qualité et ça me poussera à en faire encore plus. Donc n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à les commenter, à mettre ce que vous en pensez, votre feedback. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Ce que vous avez appris avec cette vidéo, ça nous aide, nous et mon équipe, énormément pour pouvoir vous faire encore plus de contenu et encore plus de contenu intéressant. Commençons d'abord avec l'activité de marchand de biens. Un marchand de biens, c'est un professionnel de l'immobilier. Il l'est au sens juridique et il l'est aussi dans sa façon de faire. La méthodologie d'un marchand de biens, c'est un professionnel de l'achat-revente, de la même chose qu'un vendeur de voitures, qui achète des voitures, qui fait 2-3 trucs à l'intérieur et qui les revend. Eh bien, le marchand de biens, il va acheter des biens immobiliers, que ce soit dans des monopropriétés ou des copropriétés. Il va les conserver une certaine durée, faire à l'intérieur un travail éventuellement, mais pas toujours, rénover, transformer, diviser, etc. Dans l'optique ensuite de le revendre en générant une plus-value, une marge. Pour calculer la marge, c'est très simple. Vous prenez le prix de revente de votre bien immobilier, vous soustrayez à ça le prix d'achat ou le coût d'acquisition de votre bien immobilier, à savoir l'acquisition, les frais de négociation, les frais de notaire, les éventuels travaux que vous avez fait à l'intérieur. Le delta entre les deux, c'est ce qu'on appellera la marge immobilière et c'est ce que va chercher à faire un marchand de biens dans ses opérations et à le prédire avant même d'avoir commencé. Alors, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, il est possible en tant que marchand de biens d'acheter, de ne rien faire et de revendre. En fait, chaque marchand de biens va avoir un petit peu son style. Il y en a certains qui sont plutôt très spécialisés dans l'aspect commercial. Ils sont très forts pour trouver des biens décotés, pour négocier avec des propriétaires, pour faire du porte-à-porte, aller faire de la prospection en direct et ils vont chercher à acheter un bien entre 20 et 30% au-dessous du marché, puis ensuite à le revendre en ne faisant rien ou quasiment rien à des prospects qu'ils avaient déjà en tête au moment où ils l'ont acheté, des gens qui étaient dans leur carnet d'adresses, dans leur réseau, des gens qu'ils connaissent, qui vont pouvoir acheter ce bien au prix du marché et donc permettre aux marchands de dégager une marge. Je vous donne un exemple classique de ces stratégies. Je connais quelqu'un, un ami à moi, chirurgien dentiste par exemple, qui a un beau budget et qui cherche actuellement un pavillon avec 100 mètres carrés dans la ville dans laquelle on se trouve. Moi de mon côté, je suis marchand de biens, je vais donc me mettre en chasse immobilière d'un pavillon potentiellement à rénover ou pas avec ces 100 mètres carrés. Je vais chercher à l'acheter décoté et je vais ensuite le revendre à cette tierce personne en connaissant quel est le prix d'achat qu'il est prêt à y mettre, en connaissant également la marge que je peux dégager en lui revendant. Bref, j'ai le début et la fin de l'histoire. C'est vraiment ce qu'on appelle le coup parfait dans une opération de marchand de biens. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de travailler vos actifs. On en a déjà longuement parlé sur cette chaîne YouTube, d'aller créer de la valeur à l'intérieur de votre foncier, que ce soit en transformant, en divisant, en rénovant, en modifiant. Et il y a certains marchands de biens qui sont spécialisés dans ces sous-types d'opérations. Certains, par exemple, font énormément d'opérations de division. Ils achètent des immeubles complets, ils les divisent par niveau ou par lot et ils les revendent à la découpe par la suite en allant chercher 20 points, 25 points, 30 points de marge sur cette revente. D'autres vont plutôt acheter, transformer, changer la destination d'un bien et ensuite le revendre. Bref, vous m'avez compris, il y a autant de possibilités d'opérations de marchand de biens que de marchands de biens quasiment sur le marché. En termes de typologie de stratégie, vous avez donc compris que le métier de marchand de biens, et j'insiste sur le mot métier parce que c'en est vraiment un, c'est quelque chose non seulement qui prend du temps mais qui demande une implication active. Et une implication active durant toute la durée du cycle de vie d'une de vos opérations, puisque bien souvent quand on est marchand de biens, on va s'occuper d'aller trouver le bien off-market, on va s'occuper de coordonner les différents travaux, de gérer la découpe éventuelle de notre bien, puis ensuite de gérer la commercialisation et tout ça, ça prend du temps. C'est un vrai métier, ça demande des compétences et c'est donc absolument pas une stratégie passive mais bien une stratégie
active. Le quotidien d'un marchand de biens, il tourne autour de tous les axes qu'il y a dans l'investissement immobilier, que ce soit l'aspect urbanistique, en déposant les permis de construire, en négociant avec la mairie pour pouvoir faire une découpe, pour un ravalement de façade, pour mettre des Velux dans une toiture. Mais il va aussi passer une grande partie du temps sur le terrain à faire de la prospection, à faire du réseau, à aller, comme on dit dans le jargon, au café pour dénicher des bonnes affaires, discuter avec les commerçants, savoir qu'est-ce qui se vend, comment est-ce que ça se vend, par qui est-ce que ça se vend, quand est-ce que ça va se vendre et à quel prix ça va se vendre. Et bien évidemment à créer du réseau professionnel avec des agents immobiliers, des diagnostiqueurs, des notaires. En résumé, le marchand de biens, il va passer une bonne partie de son temps à travailler ses portes d'entrée d'opérations immobilières et ses portes de sortie. En termes de statut juridique et de responsabilité, il faut savoir que si vous vous lancez dans une opération de marchand de biens avec une dénomination, un code APE de marchand de biens, eh bien vous serez considéré comme un professionnel de l'immobilier aux yeux de la loi. Et donc vous aurez des obligations qui sont complètement différentes, que ce soit en termes de responsabilité sur les biens immobiliers que vous allez vendre, de la même façon qu'un promoteur immobilier ou qu'un artisan, même bien souvent les marchands de biens prennent ce qu'on appelle une assurance dommage ouvrage, mais vous allez aussi avoir une réglementation spécifique en termes de fiscalité et notamment par rapport au régime de TVA. La TVA, on n'en parle pas du tout quand on discute d'immobilier locatif. Par contre, quand on parle de marchand de biens, on va en parler beaucoup puisque 20% de TVA sur une opération où il y a 20% de marge, vous faites le distinguo entre les deux, ça peut clairement détruire votre marge. Et il y a un certain nombre de cas où vous aurez de la TVA sur la revente de vos biens immobiliers et il y a un certain nombre de cas et d'astuces qu'on peut mettre en place pour éviter la TVA sur la revente de vos biens immobiliers. Ce qui est considéré aux yeux de la loi en termes de temporalité comme une opération de marchand de biens, c'est le fait d'acheter et de revendre dans un horizon de temps de 5 ans. Ce qui, comme vous le comprenez, est assez beaucoup. La plupart des marchands de biens, leur objectif, c'est d'acheter et de revendre le plus vite possible. Mais néanmoins, il faut savoir qu'un marchand de biens peut avoir des taux de notaire réduits s'il s'engage à revendre dans un délai imparti. Et ce fameux délai, c'est 5 ans, raison pour laquelle la loi considère que moins de 5 ans, c'est une opération d'achat-revente. Parlons maintenant des besoins financiers. Quand on est marchand de biens, on a aussi la possibilité d'utiliser l'effet de levier bancaire, mais ici, les conditions sont un petit peu différentes. Premièrement, le banquier, en général, un banquier spécialisé. Il se situe dans des pôles promoteurs immobiliers, marchands de biens, investisseurs professionnels. Par exemple, chez moi, en Bourgogne-Franche-Comté, pour la Caisse d'épargne, il y a un pôle à Dijon. Pour la Banque Populaire, le pôle est à Lyon. Pour le Crédit Agricole, le pôle est à Strasbourg. Bref, ce sont certains services assez spécialisés où vous allez avoir affaire à des banquiers qui ont l'habitude de traiter ce genre d'opérations et qui ont surtout l'habitude de faire des crédits marchands de biens, c'est-à-dire non pas une enveloppe que vous allez rembourser petit à petit, mais bien un découvert autorisé pendant une certaine durée. En fait, un prêt marchand de biens de 200 000 € par exemple, c'est tout simplement le fait que la banque va vous autoriser à creuser dans le rouge jusqu'à hauteur de 200 000 € pendant une durée classique de 24 mois. Ce qui veut dire que pendant 24 mois, vous pouvez acheter, revendre, faire un petit peu ce que vous voulez de cette enveloppe. Bien souvent, le banquier vous dira qu'une fois que l'opération est finie, il ferme l'enveloppe. Mais certains marchands de biens ont même la possibilité d'ouvrir des lignes de crédit, c'est-à-dire d'aller voir une banque, de présenter leur activité, de présenter leur volume d'opération et de dire est-ce que vous pouvez m'autoriser un découvert permanent de 500 000 € pour qu'à n'importe quelle période de l'année, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait des OP ou pas d'OP, eh bien le marchand de biens ait la possibilité de descendre dans le négatif et d'utiliser ce découvert autorisé de manière quasi permanente. Comment est-ce que la banque se rémunère? Elle vient prendre des intérêts sur le découvert utilisé, plus des frais de dossier fixes, etc. etc. C'est des prêts qui coûtent assez cher et c'est une des raisons pour laquelle un marchand de biens vous dira toujours que le temps c'est le pire ennemi d'une opération, parce que qui dit une opération qui traîne, dit un découvert utilisé qui reste pendant longtemps, dit un montant d'intérêt important que facturera la banque au défaut de l'opération. Voyons maintenant les points forts de ce modèle. J'en ai identifié 3. Numéro 1, la rapidité d'exécution. Vous avez la possibilité en tant que marchand de biens d'effectuer ce qu'on appelle des opérations en cascade. J'achète un bien immobilier, je le découpe, je le revends à la découpe et je le découpe avant même de devenir propriétaire en mettant à l'intérieur de mon compromis une condition suspensive d'obtention de déclaration préalable de travaux pour division, mise en copropriété de ce bien, etc. Ce qui veut dire que le jour où je vais officiellement devenir propriétaire et signer un acte d'achat,
j'ai la possibilité dès le lendemain, voire même le jour même, de revendre déjà une partie de mon bien immobilier et c'est ce qu'on appellera une vente en cascade. Donc avantage numéro 1, l'activité de marchand de biens, ça peut aller très vite. Avantage numéro 2, selon moi, la variété de styles et d'opérations possibles. Au-delà de ce que vous pouvez faire, un marchand de biens, il va chercher à faire des opérations différentes puisqu'il va constituer en parallèle de tout ça un portfolio d'opérations, une sorte de book, la même chose que pourrait avoir le photographe de votre mariage pour vous montrer ce qu'il est capable de faire sur des précédents mariages. Eh bien, les banques spécialisées dans les opérations de marchand de biens vont demander en général à leurs clients un portfolio d'opérations, une sorte de somme de toutes les opérations qu'ils ont déjà fait. Est-ce qu'ils ont déjà fait du détachement parcellaire? Est-ce qu'ils ont déjà fait de la division? Est-ce qu'ils ont déjà fait du changement de destination? Est-ce qu'ils ont déjà fait de la découpe d'immeubles? Et plus votre portfolio est fourni et plus les opérations que vous avez faites sont rentables, plus le banquier sera à même de vous suivre sur une autre opération. Enfin, troisième avantage, le potentiel de retour sur investissement important à court terme. Imaginez qu'une opération de marchand de biens qui va durer classiquement depuis le moment où j'ai mon offre signée jusqu'au moment où j'ai tout revendu et où j'ai encaissé toute ma plus-value, admettons idéalement entre 10 mois et 1 an, s'il y a des procédures d'urbanisme, ça peut prendre un peu de temps, eh bien aller chercher 20%, 25%, 30% de marge en l'espace d'une année. Vous comparez ça avec ce qui peut être fait sur les marchés financiers par exemple, c'est beaucoup plus rentable. Attention, ça demandera plus de temps, plus de travail, un peu plus de risques, mais néanmoins c'est une typologie d'opération qui est très lucrative et c'est la raison pour laquelle une bonne partie des gens qui ont pas mal d'argent vont en général s'associer avec un marchand de biens pour faire fructifier leur trésorerie à l'intérieur de diverses opérations immobilières. Voyons maintenant les points de faiblesse du modèle, j'en ai identifié ici 3. Numéro 1, le besoin en cash. Il faut savoir que dans une opération de marchand de biens, si vous allez lever de l'argent auprès de la banque, contrairement à l'investissement locatif où il est possible de faire des OP en mettant 5%, 10%, allez maximum 15% de l'opération sur la table de votre poche. Pour ce qui est d'une opération de marchand de biens, déjà il y a une sorte de bizutage initial. La plupart des banques, si elles ne vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, que vous avez un portfolio assez peu fourni, normal parce que vous vous lancez, elles vont avoir tendance à vous demander entre 30 et 40% d'apport minimum et au fur et à mesure qu'elles apprennent à vous connaître, elles vont pouvoir descendre avec un plancher de 20-25. Évidemment, c'est contextuel, ça dépend des banques, ça dépend de vos liquidités derrière, de la trésorerie de votre entreprise. Mais grosso modo, une activité de marchand de biens, ça demande de l'argent. Si vous voulez faire un deal à 100 000 €, il vous faudra au moins mettre 30 000 € sur la table de votre poche. Deuxième faiblesse selon moi, la vulnérabilité en cas de mauvaise conjoncture. Je m'explique, l'activité de marchand de biens, elle dépend de la revente. Mais alors quand vous allez entrer dans une période où on revend peu, où les crédits sont faiblement octroyés, où les taux d'intérêt sont élevés, une période de laquelle on est sorti il y a assez peu de temps, eh bien en tant que marchand de biens et pour avoir pas mal de copains qui étaient dans le cadre d'opérations à ce moment précis, vous serrez clairement fort des fesses. Pour la simple et bonne raison que vous êtes en train d'utiliser un découvert autorisé, que ce découvert autorisé vous coûte très cher en termes d'intérêt bancaire et que plus le temps s'allonge sans que vous arriviez à vendre, le plus votre marge grignote. Il y a même des marchands de biens pendant la période 2022-2024 qui ont perdu de l'argent sur certaines opérations, de la même façon que de nombreux promoteurs ont été mis en difficulté et l'un des inconvénients, l'un des faiblesses selon moi, de l'activité de marchand de biens et assez similairement de l'activité de promoteur immobilier, c'est que si les banques prêtent, vous gagnez bien votre vie. Si les banques ne plaident plus, eh bien vous de votre côté, vous êtes bloqué. Pourquoi? Parce que pour revendre à quelqu'un, dans 90% des cas, il fera appel à un crédit bancaire. Et donc dans 90% des cas, si les banques ne prêtent plus, pour vous, ce sera la galère. Quand on parle de conjoncture et dans cette deuxième faiblesse, on peut également inclure tout ce qui est urbanisme. À titre personnel, ça m'est arrivé d'être bloqué dans certaines opérations à cause d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux qui n'est pas acceptée. Mon opération pour être viable nécessitait de mettre des Velux en toiture pour pouvoir créer un lot dans les combles. L'urbanisme a refusé prétendant qu'une église était trop près, que ça ne rentrait pas dans le paysage urbain, que ça ne s'incluait pas à l'intérieur. Eh bien ça, si vous n'arrivez pas à négocier et à faire accepter le dossier, vous pouvez vous retrouver bloqué dans le cadre d'une opération de marchand de biens. Et si vous avez déjà engagé des fonds, payé un architecte, payé un diagnostiqueur pour votre DD, pour votre DTG, tout ça, eh bien ça peut là aussi vous coûter assez cher. Enfin, troisième faiblesse du modèle également selon moi, qui n'en est pas une pour tout le monde, c'est l'implication et le temps nécessaire pour faire
correctement les choses. Vous allez avoir sur internet des marchands de biens qui vont vous dire que ça se fait comme ça en claquant des doigts, qu'en une demi-heure par mois il y a possibilité de gérer des opérations, etc. Oui, c'est vrai, il existe un certain nombre de contextes où c'est possible, mais dans la grande majorité des cas, pour faire correctement et exercer correctement cette activité, ça vous demandera du temps, une implication de tous les jours et des vraies compétences à acquérir. Vous trouverez des formations spécialisées de marchands de biens sur internet qui sont en général des formations assez costauds en termes de juridique, en termes de fiscalité. À titre personnel, j'ai énormément regardé une chaîne YouTube qui s'appelle le Cercle MDB pour le cercle marchand de biens. Je vous mettrai le lien juste ici. Leur chaîne YouTube et les animateurs de celle-ci sont déjà une mine d'or si vous souhaitez en apprendre pas mal sur le sujet. Passons maintenant à l'investissement locatif. Le concept, vous le connaissez, on en parle en long, en large et en travers sur cette chaîne YouTube. Je vais acheter un bien immobilier en faisant un crédit sur la durée la plus longue possible pour le financer, dans l'optique que ce soit mon locataire qui rembourse la totalité de mon crédit et même que j'arrive à dégager une marge sur celui-ci. Grosso modo, mon crédit me coûte 500 € par mois, j'ai un loyer de 700 € par mois. Une fois que j'ai déduit mes charges, il me reste 100 € par mois de cash flow. Je vais répliquer ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois dans le but de bâtir un portefeuille immobilier. Donc l'objectif ici est bien d'acheter et de garder. La typologie de stratégie en ce qui concerne l'investissement locatif, peu importe le style que vous allez lui donner, puisque là aussi vous êtes en possibilité de faire des divisions, de faire des transformations, de faire des découpes, mais tout ça dans un optique de construire un portefeuille et non pas de dégager de la marge, même si bien sûr on regarde aussi la marge et la plus-value latente à l'intérieur de nos biens, dans un optique de valorisation de portefeuille et non pas de sortie de cash à court terme. Donc en termes de stratégie, de typologie de stratégie, on est bien sur une stratégie passive qui va vous demander du temps au moment où vous allez mettre en place le projet, vous allez gérer les travaux, tout ça, mais une fois que c'est fini, que c'est loué, derrière vous pouvez en plus déléguer tout ça à une agence immobilière qui va gérer le bien pour vous et ça ne vous demandera plus du tout de temps, allez maximum quelques minutes par mois pour discuter des 2-3 problèmes s'il y en a, mais on est vraiment sur une stratégie d'investissement passif. Au niveau de nos critères de réussite, ici on ne parlera pas de marge mais on parlera de rentabilité locative, le montant de mon loyer mensuel multiplié par 12 pour les 12 mois de l'année divisé par le coût de mon opération, le tout multiplié par 100 et dans l'investissement locatif on peut aller chercher du 6, 8, 10, 12% de rentabilité locative sur les loyers. On peut inclure à l'intérieur ce qu'on va appeler la rentabilité patrimoniale, qui est le montant de mon loyer multiplié par 12 plus le montant de ma plus-value latente annualisée sur une durée de 5 à 7 ans, qui est la durée de détention moyenne d'un bien immobilier. Le tout divisé par le coût de mon opération multiplié par 100. Et là, on peut aller chercher du 12, du 14, du 16, du 18% de rentabilité quand on prend vraiment la renta en additionnant la plus-value que j'ai générée dans mon bien et en plus le loyer en termes de rendement locatif. On peut déduire de tout ça le cash flow, le montant, le flux de trésorerie positif que je vais dégager chaque mois grâce à mes loyers et on peut même en calculer le retour sur capital qui sera encore largement supérieur, pouvant assez facilement atteindre les 50, 60, 70% de retour sur capital pour ce qui est de l'investissement locatif. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. En termes de statut juridique et de responsabilité, bien souvent quand on fait de l'investissement locatif, on achète soit en perso, en tant que particulier, soit via un véhicule type société comme une SCI, une société civile immobilière, une SARL de famille ou pourquoi pas une SAS également, mais dans tous les cas, on est bien sur une société de détention d'actifs et non pas sur une véritable activité professionnelle. Donc vous aurez quasiment ad vitam aeternam, hormis si vous avez une foncière professionnelle, etc. le statut de particulier et donc vous n'êtes pas soumis aux mêmes réglementations qu'un marchand de biens en termes d'assurance, en termes de TVA, etc., etc. En termes de besoins financiers, et c'est là le gros intérêt de l'investissement locatif, c'est que vous allez pouvoir aller emprunter la quasi-totalité de la somme dans une banque qui va vous demander en général entre 5 et 15% de fonds propres à mettre sur la table, d'apport personnel. Et c'est ce qui fait que ça démultiplie la rentabilité sur fonds propres et qu'on peut aller jusqu'à faire 50% de retour sur son capital chaque année. Parce que si on calcule la rentabilité sur nos fonds propres, admettons j'ai mis sur la table 10 000 € pour réaliser une opération à 100 000 €, ce
qui veut dire que si je veux calculer le retour sur capital, je vais mettre le montant de mon loyer multiplié par 12 plus ma plus-value latente, etc., etc., comme la formule précédente, divisé non pas par le coût d'achat de mon bien, mais par le montant de fonds propres que j'ai dû mettre sur la table. C'est pour vraiment avoir le retour sur mon capital. Et si vous faites ça, donc divisé par 10 000 pour 10 000 € d'apport, multiplié par 100, vous verrez que la rentabilité, elle est vraiment incroyable et je dirais même inégalable par rapport à tout ce qui existe en termes de placement. Les points forts du modèle de l'investissement locatif. J'en ai identifié 3 principaux. Numéro 1, je dirais la conjoncture de marché. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a un très gros déficit de biens immobiliers. Ce qui veut dire qu'on manque énormément de biens immobiliers, principalement d'ailleurs des petites surfaces, des studios et des T2. Et donc, en tant qu'investisseur, bon père de famille, aller sur un marché où il y a une demande très forte et une offre trop faible, c'est un peu, on va dire, le pari gagnant à tous les coups. Si jamais il y a peu de biens immobiliers à louer, mais qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des locations de biens immobiliers, évidemment que le tarif s'envole vers la hausse de manière quasi permanente et c'est une position très confortable en tant qu'investisseur. Deuxième point fort du modèle, la possibilité de tout anticiper ou presque tout anticiper. Le gros avantage quand on fait de l'investissement immobilier locatif, et vous connaissez, c'est ma spécialité, c'est qu'en fait, le risque-prix, il est assez faible, en tout cas modérément faible, pour la simple et bonne raison que quand vous allez réaliser une opération, premièrement, vous allez pouvoir demander un différé de crédit à votre banque, c'est-à-dire lui dire je t'emprunte l'argent aujourd'hui, mais je commence à rembourser seulement dans 6 mois, dans 12 mois, dans 24 mois, ce qui vous donne énormément de temps pour faire vos travaux, gérer les éventuels imprévus s'il y en a, etc. Et en plus de ça, derrière, vous remboursez des mensualités de crédit, pas la totalité du prêt que vous avez réalisé. Ce qui veut dire que bien souvent, vous avez le temps, en tout cas, vous pouvez vous donner le temps de gérer correctement l'opération sans cette notion de vitesse et de rapidité d'exécution qu'aura, à titre de comparaison, un marchand de biens. En plus de ça, que ce soit les travaux, l'urbanisme ou la mise en location derrière, vous pouvez largement anticiper tous ces aspects. Vous pouvez budgétiser des enveloppes de sécurité supplémentaires. Bref, il est possible de vraiment énormément se sécuriser avec l'investissement locatif et ça en fait un investissement bon père de famille. Enfin, troisième point fort du modèle, on en a déjà parlé, le niveau de rentabilité sur fonds propres qui est inégalable. Vraiment, à titre personnel, pour avoir comparé avec ce qu'on peut faire sur les marchés financiers, ce qu'on peut faire dans les actifs numériques comme les crypto-monnaies, ce qu'on peut faire sur des opérations de marchand de biens, en termes de temps investi par rapport au rendement sur fonds propres que vous allez pouvoir tirer, l'investissement locatif, c'est inégalable. Passons maintenant aux faiblesses de l'investissement locatif. J'en ai identifié encore ici 3. Numéro 1, le temps. Gagner de l'argent quand on fait de l'immobilier locatif, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui va tomber comme ça du jour au lendemain. Même s'il est possible avec des méthodes d'investissement un petit peu hybrides comme de la location courte durée, de la colocation, louer des gîtes, des logements insolites, etc. Il est possible, c'est vrai, d'aller dégager beaucoup de cash flow, plusieurs milliers d'euros par mois. Dans la majorité des cas, gagner de l'argent dans l'immobilier locatif, ça prend du temps. En fait, on en gagne beaucoup tout de suite, mais une grande partie de cet argent est utilisée pour rembourser le capital qu'on a emprunté dans une banque et donc le montant d'argent disponible il est fortement imputé avec cette mensualité, même si par contre en termes de croissance patrimoniale le montant d'actifs qui s'accumule dans votre portefeuille chaque jour, je dirais, d'investissement locatif, il est très intéressant et très important. Deuxième faiblesse que j'ai identifiée, la nécessité de gestion à long terme. Alors même si c'est vrai que vous pouvez déléguer toute la gestion à une agence immobilière qui est spécialisée là-dedans, détenir un parc immobilier, et j'en sais quelque chose avec près de 122 lots en portefeuille aujourd'hui, ça nécessite une gestion du quotidien, que ce soit les travaux que vous allez effectuer, qu'est-ce que vous allez revendre, qu'est-ce que vous allez garder, les locataires qui rentrent, qui sortent, budgétiser ce qui vaut pour la rénovation des parties communes de l'année prochaine. Ça demande une gestion financière pas très importante mais constante dans le temps. Et une des qualités premières d'un bon investisseur locatif, c'est le bon sens paysan. Il faut en fait s'occuper de son parc immobilier comme un paysan irait s'occuper de sa terre pour qu'il y ait régulièrement de bonnes récoltes. Il faut remettre un petit peu de budget à l'intérieur pour refaire un coup de propre dans l'appartement et puis faire un petit peu mieux sur les parties communes. Bref, il faut prendre soin de son parc immobilier. Ça demande de remettre un petit peu d'argent sur la table de temps en temps et en plus de ça, ça demande du temps et de la réflexion. Enfin, troisième faiblesse du modèle, je dirais peut-être le plus important, c'est
c'est le besoin bancaire. Et quand je parle de besoin bancaire, j'entends le besoin d'un bon scoring bancaire. La beauté principale de l'investissement locatif, c'est l'effet de levier bancaire, le fait que je peux emprunter la majorité de la somme auprès d'une banque. Mais pour emprunter ça auprès d'une banque, il faudra travailler mon scoring bancaire. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, je ne vais pas revenir dessus. Mais c'est une activité qui fonctionne très bien en parallèle d'un job. Et plus ce job est stable et rémunéré, plus ça fonctionne pour lever des fonds auprès de la banque derrière. C'est la raison pour laquelle ça s'adressera plus à quelqu'un qui a un petit peu d'épargne, qui a une situation stable, qui a un job idéalement en CDI ou qui est indépendant et qui a du recul sur son activité, parce que tout ça, ça va compter pour aller lever de l'argent auprès de la banque. Voilà un petit peu pour cette comparaison entre ces deux façons de faire complètement différentes, vous l'avez vu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a une méthode qui vous intéresse plus que d'autres, dans laquelle est-ce que vous vous reconnaissez le plus. Je pense que vous avez identifié que ça ne s'adresse pas du tout aux mêmes personnes, que ça ne demande pas du tout les mêmes qualifications. Néanmoins, il est tout à fait possible de faire les deux. Il est en tout cas possible de tester les deux. N'hésitez pas encore une fois à me le dire dans les commentaires pour que je puisse voir un peu ce que vous en pensez, prendre la température. Et sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos investissements. C'était Tim. Ciao!